On va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vous rappelle que il y aura la prochaine conférence, elle aura lieu la semaine prochaine, un vendredi 23 février. Et notre conférencier sera Frédéric Poitvin, vice-président de la Société historique, qui nous parlera du Moyen-Âge, puisque ce sera sur Simon, abbé de Saint-Nicolas-au-Bois. Hein, voilà, donc vous retenez bien la date, c'est c'est vendredi de la semaine prochaine, vendredi 23 février. Voilà. Et puis après, sinon, vous allez bientôt recevoir le programme pour nos conférences de la fin de l'année scolaire. Et la date qui a été retenue au mois de mars, vous pouvez déjà la retenir, c'est le vendredi 22 mars. Et on recevra Xavier Boniface, qui est professeur à l'université d'Amiens, et qui nous parlera des Picards et leur cathédrale. Voilà. Hein, donc, et puis après, on aura encore une conférence. Donc, ce sera donc le 14 avril. C'est Guy Marival. Le 12 avril, le vendredi 12 avril. Donc, Guy Marival qui nous parlera des bombardements de Laon en 1944. Hein, et ensuite, au mois de mai, le 31 mai, on aura une conférence, alors aussi sur le Moyen-Âge, sur le personnel laïque de l'abbaye de Saint-Martin de Laon. Voilà, le 31 mai. Vous allez recevoir le programme la semaine prochaine. Alors, on va faire une série de conférences à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération. Alors, on va faire des conférences. Donc, Vincent Dupont commence sur la bataille de France de 1940. Puis après, donc, il y aura les bombardements de Laon de 1944. Et puis, au mois de novembre, on aura une conférence sur les villages martyrs de l'Aisne en 1944. Hein, alors, vous pouvez retenir d'ailleurs, au mois d'avril, la conférence de Guy Marival, elle ne se déroulera pas ici, mais elle se déroulera au lycée Paul Claudel. Voilà. Donc, on va faire, depuis même la conférence d'Avanis, on la fera aussi au lycée Paul Claudel. Donc, au mois de novembre. Voilà. Alors, donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Dupont. Alors Vincent Dupont, il est historien au conseil départemental de l'Aisne, il est responsable du pôle scientifique du chemin des dames et mémoire donc au conseil départemental de l'Aisne. Alors il est en poste ici déjà depuis quelques années et il est historien de formation, il a fait une thèse en 2018 à l'université d'Amiens sur il a étudié une génération d'officiers, hein, tous ceux qui étaient nés entre 1888 et 1898, hein, donc de la belle époque jusqu'au putsch d'Alger. Et il a été recruté par le conseil départemental pour travailler plus spécialement sur la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, à raison du 80e anniversaire de la Libération, il s'intéresse aussi beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Alors ça nous fait très plaisir, ça nous change un petit peu. Sur la Première Guerre mondiale, on en a beaucoup entendu parler durant ces dernières années. Voilà, ça change un petit peu. Alors je le remercie d'être venu, d'avoir accepté de faire cette conférence, et puis on va l'écouter avec plaisir. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci à vous tous aussi d'être présents ce soir, avec guichet fermé, pour 1940, qui n'est pas forcément un sujet très connu dans l'Aisne. À chaque fois qu'on en parle avec les gens, avec même nos visiteurs au chemin des dames, on s'en aperçoit très rapidement. Ah bon, il s'est passé quelque chose en 40 ? On vous en veut pas ? Il y avait personne, généralement, dans les villages pour s'en apercevoir. C'est ça, en fait, le grand hic, c'est que le traumatisme le plus flagrant pour 1940, du point de vue de la population civile, ça reste l'exode. C'est incontournable, c'est pour grands-parents, arrière-grands-parents, c'est l'exode. Et dès lors qu'on quittait le village, comment savoir ce qui s'est passé dans le village ? On revient, on voit les impacts de balles. Mais comment savoir, en fait, si c'est des balles françaises, des balles allemandes ? Comment savoir que parfois l'armée française s'est battue pendant près de 4 semaines, avec l'énergie du désespoir sur le territoire axonais ? Généralement, on n'arrive pas trop à le savoir. Nous-mêmes, au chemin des dames, moi quand je suis arrivé il y a près de 8 ans au chemin des dames, c'était pas un sujet qui était très porteur, très mis en avant. C'était 14-18 avant tout. Et petit à petit, en creusant, en voyant les impacts de balles par endroits, en voyant que dans certains sentiers, on voit des cartouches de 14-18, mais aussi de 40. On s'interpelle, on s'interroge. Et assez rapidement, on est parti du principe qu'on allait faire une recherche ne
ne serait-ce que pour essayer d'appréhender le sujet, la dimension du sujet. On est parti des morts pour la France au tout début, avec l'équipe du Chemin des Dames. Et assez rapidement, on a réussi à déterminer, en épluchant toute la base de données des morts pour la France dans le département de l'Aisne, que l'Aisne est le troisième plus densément doté, malheureusement, en morts pour la France en 39-40, rien que pour la campagne des mai juin 40. C'est le département où il y a eu le plus de combats, un des départements où il y a eu le plus de combats avec le Nord et avec la Somme. Partant de ce constat, on s'est dit il faut aller plus loin, parce que la connaissance de ce sujet, elle est assez inégale. Jean Lade avait fait quelques travaux à l'époque qui ont le mérite d'ailleurs d'avoir apporté quelques informations sur le sujet, mais ça méritait d'aller plus loin, d'aller à la source, aller voir les archives à Vincennes de chaque unité qui s'est battue dans l'Aisne, pour voir ce qui s'est passé, aller dans les archives départementales, pour puiser aussi les informations qu'on pouvait y recueillir. Et au final, ça a amené à différents travaux, dont cette conférence que je vous fais aujourd'hui, qui va essayer de vous retracer un aperçu, parce que le détail mettrait des heures et des heures entières à être fait, de ce qu'a pu être la bataille de France dans l'Aisne en mai juin 40. Alors pour commencer ce sujet, comme angle d'attaque, quelque part, j'avais envie non pas de partir du jour où les Allemands ont commencé à mettre un pied dans le département de l'Aisne. Ce serait un peu trop soudain et ça expliquerait pas vraiment comment ils sont arrivés là. Donc je vais remonter un petit peu plus loin, à la mobilisation. Parce que quelque part, l'Aisne, qui rentre en guerre en mai juin 40, ne peut être dissociée du fait que l'Aisne est avant tout un département et que de dizaines et dizaines de départements voit sa population mobilisée, la population masculine. Et c'est un petit peu ça le point de départ. Et en introduction, dire quelques mots justement sur le fait que dans l'Aisne, des hommes vont aussi se battre. Pas forcément dans l'Aisne, mais ailleurs. C'est un angle aussi intéressant à mentionner, du moins avant d'attaquer le cœur du sujet qui est mai juin 40 dans le département. Dans l'Aisne, on dépend de la deuxième région militaire en 1939, quand arrive la mobilisation en septembre. Vous êtes artilleur, vous allez être convoqué à l'affaire. À l'affaire où il y a un détachement du centre de mobilisation d'artillerie de 302 à Laon également. Si vous êtes mobilisé dans l'infanterie, ce sera Soissons, ce sera Laon, ce sera Hirson. Par voie de conséquence, au final, vous allez rejoindre aussi certains régiments quand vous êtes en tirage qui sont plutôt rattachés aux Ardennes, comme le 91e d'infanterie. En conséquence, on va trouver des actionnés. Quand toujours on analyse les morts pour la France, le plus d'actionnés morts sont dans quel régiment, entre guillemets. Et en faisant cette étude-là, on arrive à établir une géographie du nombre de régiments où il y a le plus d'actionnés. De facto, on arrive donc sur des hommes mobilisés dans la partie est du département de l'Aisne qui se retrouvent dans le secteur fortifié de Montmédy, dans les 136e, 147e et 155e régiments d'infanterie de forteresse. Très naturellement, le 45e de tradition de l'an, le 124e d'infanterie, ce sont les deux régiments où on trouve aussi beaucoup d'actionnés. Eux sont rattachés à la 4e division d'infanterie, qu'on retrouvera dans la poche de Lille. Beaucoup d'actionnés morts à Bouchain notamment, au sud de la poche de Lille, fin mai 40. Et enfin, et non des moindres, le 91e de Mézières, le 67e de Soissons, le 42e et le 242e d'artillerie de l'affaire sont tous intégrés à la 3e division d'infanterie motorisée. Donc voilà une présentation rapide des unités dans lesquelles on se bat, les actionnés en 40. Ce ne sera pas le cœur du sujet, mais je pense que ça méritait d'être mentionné dans un premier temps pour introduire comment la guerre a commencé sur ce département. Alors tout commence réellement, évidemment, on part en septembre, la mobilisation, la drôle de guerre, tout ça je passe, c'est des sujets extrêmement bien connus. Mais petit rappel quand même, donc le 10 mai 1940 est déclenché le plan jaune, c'est là vraiment que la bataille commence, quelque part, la bataille de France. Quand 9 divisions blindées allemandes traversent des Ardennes réputées imprenables, et en application du plan rouge donc, ont pour objectif de percer en direction de la côte, de remonter pour isoler le groupe d'armée 1, c'est-à-dire des armées françaises, le British Expeditionary Force, l'armée belge, du reste du corps de bataille français qui serait au sud. On est totalement loin des préconçus qu'on pouvait avoir en 1814, 1914, 1970,
de se dire qu'en prenant une capitale, on force l'adversaire à négocier. Ce n'est plus du tout la stratégie envisagée. Le but, c'est d'isoler l'adversaire à son point le plus faible. Et du coup, les divisions blindées allemandes vont percer ici dans les Ardennes, dans le secteur de Sedan, déboucher assez rapidement. Et on peut voir ici, à cette petite flèche ici, donc les premières tentatives que l'armée française va faire pour essayer de résorber cette tête de pont. C'est le 14 et le 15 mai. Pardon. Et ce qui m'amène à la 3e division d'infanterie motorisée que j'ai évoquée il y a un instant. Ce sont des actionnés qui vont se battre, en particulier, je vais essayer de ne pas tomber, dans le secteur de Stone. Donc, à la base, l'armée française, pour essayer de résorber la poche de Sedan, essaie d'envoyer un corps d'armée composé de 2 divisions, une division cuirassée, une division d'infanterie motorisée, pour essayer de percer ici. Stone étant une base de départ, le bois du Mont-Dieu également. À peine arrivé, il rencontre les Allemands, une division, la 10e division blindée allemande, ainsi que la division Großdeutschland, qui vient leur contester leur base de départ, le village de Stone. C'est donc une bataille d'usure qui va s'en suivre, puisque au final, on va avoir entre le 14 et le 17 mai un village qui va changer de propriétaire à 17 reprises. Donc au final, la contre-offensive n'aura jamais lieu, mais on a un village qui reste ancré, même si c'est distant, même si tout le monde n'en a pas forcément conscience, dans la mémoire actionnaise, dans les Ardennes. On va avoir un monument à Stone, et dans l'Aisne, assez peu d'évocation de cet engagement, si ce n'est une petite plaque sur l'école Paringot à Saint-Quentin. Une petite plaque qui rappelle Ardennes 40, en souvenir du sacrifice héroïque des Picards de la 3e Dîme qui résistèrent à la rue allemande du 14 au 25 mai 40, puisque après ils arrivent à se replier et à continuer le combat. Première bataille, donc on sont engagés des actionnés. Deuxième élément qui me semblait important de rappeler aussi, parce que peu connu, malheureusement parfois aussi, un petit peu plus à l'est, vous allez avoir dans l'ouvrage de La Ferté 19 actionnés qui ont été tués, membres de l'équipage de l'ouvrage de La Ferté, qui était défendu par donc, un équipage du 155e régiment d'infanterie de Forteresse. C'est un fort, pas forcément plus gros qu'un autre, c'est un petit fort, l'ouvrage de La Ferté, mais les Allemands voulaient en faire un exemple pour dire qu'on pouvait prendre un fort de la Maginot. Donc le 15 mai, ils approchent du fort, ils le bombardent, les pionniers allemands font sauter la tourelle à éclipse, la cloche se retire, elle est toujours dans cet état, et ils vont balancer des grenades qui vont notamment endommager le système de ventilation, c'est-à-dire que les hommes qui sont à l'intérieur de l'ouvrage de La Ferté ne vont pas mourir au combat, ils meurent asphyxiés, parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc on a donc ici 2 exemples avec Stone et l'ouvrage de La Ferté qui me semblait un peu intéressant de rappeler avant d'aborder les combats même dans le département de l'Aisne, parce que quelque part c'est des choses qui sont proches de nous, puisque c'est les Ardennes, mais qui sont un petit peu éloignées. Bien évidemment, pour l'ouvrage de La Ferté, c'était un fort qui a été pris, mais les Allemands vont le monter en épingle, et à chaque fois qu'ils arriveront devant un fort Maginot, ils enverront des tracts. Regardez ce qu'on a fait à l'ouvrage de La Ferté, Maginot n'est pas inexpugnable, rendez-vous. Ça marchera, pas toujours. Mais le fait est que voilà, on a ici des actionnés qui sont morts pour la France. Passer donc la poche de Sedan qui n'est pas résorbée, et passer les tentatives de contre-attaque française dans les Ardennes, qui échouent. Au final, l'armée allemande réussit à développer son plan rouge, qui est de foncer vers la côte. Et c'est à ce moment-là, du coup, que l'armée française et le département de l'Aisne vont être confrontés à ce choc de l'attaque allemande, qui du coup se déploie par Rozoy-sur-Serre. Juste ici, on a une photo des archives départementales de l'Aisne qui a été prise à Rozoy. Les Allemands arrivent le 15 mai à 16h à Rozoy. Autant dire qu'à 17h, ils sont à Montcornet. On reconnaît ici l'hôtel de ville. Alors ça c'est une photo qui a été prise un petit peu plus tard, puisque des colonnes de prisonniers qui passent devant l'hôtel de ville. Mais voilà, c'est un choc violent, pas que terrestre, puisque les Allemands lancent aussi une grande offensive aérienne. On bombarde les terrains d'aviation pour essayer d'annihiler un maximum l'aviation de reconnaissance française, comme ça, l'armée française n'aura pas les yeux pour voir où sont les Allemands. Ils n'auront que des troupes au sol
clairement, on le voit encore aujourd'hui, hein, il faut des drones. Quand on a l'appui aérien, on arrive à voir à distance où est l'adversaire. Si vous n'avez pas l'aviation, vous retournez à l'époque de Napoléon. Et en 40, c'est globalement ça. Vous voulez savoir où est l'adversaire, vous envoyez un motocycliste. Il reviendra pas. Bon, à l'époque, on envoyait un cavalier, une estafette, une reconnaissance. On va retourner dans ces habitudes-là, puisqu'on va avoir un déficit de reconnaissance aérienne. Puisque les Allemands ont bombardé les terrains et bombardé les nœuds ferroviaires aussi. Hein. Montcornet est quand même sévèrement bombardé au niveau de la gare, au niveau de Tergnier, on va avoir des bombardements au niveau de Guignicourt. Dès que les Allemands voient un convoi, en fait, c'est qu'il y a une unité française qui est en train de se déplacer de manière ferroviaire, on attaque. On crée du désordre. Et c'est ce qui va se passer donc, un désordre phénoménal. Et pendant ce temps-là, les troupes au sol allemandes, elles, avancent. Donc on va avoir la 6e division de Panzer qui arrive par Rozoy-Montcornet, la 1re, la 2e division de Panzer les suivent. Au final, assez rapidement, on a même un embouteillage, hein, puisque carrément il y a la 8e division de Panzer qui arrive par Brunehamel, au Bonton, un petit peu plus haut que les autres. Mais l'objectif, c'est bel et bien de couper toute la partie nord du département et de foncer vers la côte. L'armée française, elle, pendant ce temps-là, ne sait absolument pas où sont les Allemands. Ils avancent à une vitesse folle, on ne sait pas où ils sont. Pas de reconnaissance aérienne, donc on ne peut pas savoir où ils sont. Donc on procède à l'ancienne. On se doute qu'ils sont dans une zone. Donc on va envoyer des unités par petits paquets au fur et à mesure où elles arrivent. Donc on envoie des chars, une poignée de chars, de la 2e DCR, qui vont essayer de créer des bouchons, faire des... C'est un embrouillamini phénoménal, la tirage à ce moment-là. Il y a des unités qui arrivent de partout. Une unité arrive en particulier, c'est le 3e régiment automitrailleuse. La mission était de justement atteindre la Serre et l'Urto au niveau de Lillers et Montcornet pour prendre de devant, pour prendre de vitesse les Allemands, prendre les ponts. Puisqu'à partir du moment où on arrive à prendre les ponts, on arrive à juguler un adversaire, il n'ira pas plus au sud de la rive. Et malheureusement, quand ils arrivent à Montcornet et à Lillers, les Allemands ils sont déjà... la 1e et la 2e division de Panzer qui leur tombent sur le côté. Donc assez rapidement, le 3e régiment, une partie du 3e régiment automitrailleuse se retrouve contraint de se replier à Dizy-le-Gros, où il est littéralement annihilé. Et aujourd'hui, à Dizy-le-Gros, vous pouvez encore voir ce monument de du 3e régiment automitrailleuse. Parce que les Allemands, eux, ne s'encombrent pas en fait de ce genre de détails. Hein. Ils continuent leur percée. Ils passent par Vervins, la 6e division de Panzer fonce en direction de Guise. Très rapidement, la 1re et la 2e division de Panzer descendent de la Serre. On descend la vallée de la Serre jusqu'à Marle. Bon, à Marle, il tombe un petit peu sur un os, le commandant Oudry, un ancien de la Première Guerre mondiale, ancien propriétaire du fort de la Malmaison d'ailleurs, qui avait entrepris de faire des barricades. C'est si simple de faire des barricades, comme dirait le commandant Oudry dans son journal. Vous récoltez tous les traînards qui traînent, qui passent, tous les traînards de la 9e armée qui reviennent, qui sont en train de se faire étriller en Belgique. T'as un canon, tu rentres. T'as pas de canon, tu peux continuer. Tiens, voilà un fusil. N'importe qui peut avoir encore un tant soit peu de volonté, qui a encore ses armes, des munitions, il prend. On fait des barricades, on prend les engins agricoles, on bloque les rues. Et ainsi vont retenir peu ou prou, un petit peu moins de 24 heures, la 1e division de Panzer. En bloquant Marne, en créant un bouchon. C'est peu de choses, mais si toutes les communes, comme il disait le commandant Oudry, avaient fait la même chose, peut-être que un jour plus un jour plus un jour, n'extrapolons pas. Mais le fait est que voilà, on va avoir donc vraiment une percée. Donc ici on va, justement, c'est des panneaux, des photos allemandes prises à Marle, assez connues. On voit les panneaux Montcornet, Rethel. Donc on va avoir cette percée ce choc qui continue, puisque assez rapidement on va avoir cet élan irrésistible qui est renforcé par l'arrivée de la 8e division de Panzer, comme je vous l'ai dit, qui arrive au nord et qui va littéralement étriller des colonnes françaises en repli depuis les Ardennes et la Belgique. D'abord à Brunet-Hamel et à Mont-Saint-Jean, vous avez un monument là-bas pour rappeler justement qu'une très importante colonne française a été surprise par les Allemands qui les avaient pris de vitesse. Généralement, quand vous cherchez à vous représenter ce qui va être l'attirache dans ces jours du 15 au 18 mai 1940, imaginez que quand vous arrivez sur une route, vous ne savez pas si au carrefour ce sera des Français ou des Allemands. Parce qu'il y a tellement de petites routes qui s'entrecroisent qu'au final, même des fois les Allemands passent, il n'y a plus personne, du coup on passe derrière. Et il y a des colonnes qui passent. C'est un gigantesque capharnaüm. Mais le fait est que voilà, il y a des unités qui
qui malheureusement réussissent à se replier en bon ordre. J'entends des unités constituées, hein, pas des petits groupes d'hommes, mais parfois quelques centaines d'hommes, et qui eux, du coup, se retrouvent confrontés à devoir mener un combat. C'est notamment ce qu'on peut constater à La Capelle, en forêt de Saint-Michel également, où les unités en repli depuis la Belgique doivent se replier sur les blocos, mais les Allemands les prennent de revers. Plus récemment, vous avez un petit monument à Mondrepuis qui a été fait aussi en hommage aux tirailleurs nord-africains de la 4e division d'infanterie nord-africaine qui se sont battus dans Mondrepuis, dans Clairefontaine. Donc on a des combats comme ça, désespérés. On tient que quelques heures, mais on essaie de tenir, on essaie de ralentir pour permettre au reste de se replier. Je bois un peu d'eau. Donc au final, voilà, on va avoir une avance irrésistible en tirage, si on devait la résumer, et les troupes françaises qui se replient tant bien que mal, et un état-major de l'armée française qui, lui, ne sait pas trop où tout ça va, et essaie d'envoyer quelques unités pour essayer de savoir. Jusqu'ici, tout va bien? Et bien, on passe à la suite, parce que, quelque part, ce choc de l'offensive allemande amène une réaction première dans le département de l'Aisne. C'est pas forcément le déploiement de réserves immédiates où on amènerait des dizaines et des dizaines de divisions. La réaction, malheureusement, la plus immédiate, c'est que vous allez avoir un exode sur des populations. Alors, dès le 11 mai, avant même la pénétration des troupes allemandes dans le territoire axoné, on va avoir déjà les premiers réfugiés belges qui arrivent en tirage. Ça suffit à alarmer la population, une population qui est encore présente en tête pour les plus anciens, l'occupation de 14-18. Donc quelque part, ça nourrit un petit peu une anxiété, et assez rapidement, entre le 11 et le 13 mai, il y a certaines parties de la population qui commencent à embrayer le pas aux réfugiés belges et prennent la route. Entre le 12 et le 14 mai, on peut dire qu'une grande partie du nord-ouest du département se dirige soit vers Saint-Quentin pour fuir, hein, puisque en 1914, c'était... Encore une fois, 14-18, c'était la référence. Certes, on avait dit aller en Mayenne, département d'accueil, mais au final, quand vous avez l'adversaire, dont vous savez qu'il arrive à bride abattue, vous fuyez. Bon, la dernière fois, c'était Paris. On va essayer de gagner la côte. Moi, mon grand-père, à Louvrecini, Amiens. Voilà, hein, c'était pas se dire je prends un billet pour aller à Mayenne, c'est Amiens, Paris, Mayenne, si on y arrive. Bon, tant pis, c'était resté à Paris. Mais le fait est que voilà, on va avoir une volonté de fuir, soit vers le sud, soit vers l'ouest. Et à partir du 15 mai, concrètement, dans toute la partie nord de l'Aisne, c'est généralisé, on peut le dire. Hein. L'exode s'intensifie, s'étend au Lannoy, et ensuite les réfugiés se déplacent vers Soissons, vers Villers-Cotterêts, vers Compiègne également. À Laon, par exemple, vous arrivez ici le 16 mai dans cette ville, vous n'avez pas d'électricité, pas d'eau. C'est une réalité. Les agents administratifs sont partis, la préfecture est partie, le directeur voyer du service des eaux est parti, donc il n'y a pas d'eau. N'allez pas lui reprocher, donc il n'y a pas d'eau. Hein, même s'il s'appelle Macron. C'était son arrière-grand-père. C'est sa faute. Il est marqué démobilisé le 25 juin, parce qu'il n'était plus à son poste. Mais le fait est que voilà, c'est le chaos. L'administration est partie et tout le monde s'en va. Le front, en plus, commence à être plus ou moins rétabli, j'y reviendrai tout à l'heure, à partir du 16 et 17 mai. Mais l'exode se poursuit. Dans le Soissonnais, dans le sud de l'Aisne, on commence à avancer. Et au fur et à mesure que cet exode arrive, quelque part, vous allez avoir des militaires qui voient des gens comme ça arriver sur leur position. Le front se rétablit sur l'Aisne, sur l'Ailette dans un second temps, et il voit ces gens arriver. Cette photographie-là a été prise par un opérateur du service photo de l'armée, sur la M2. Donc au final, il faut pouvoir s'occuper de ces gens. Il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien. Donc c'est quelque part à l'armée qu'échoit le rôle de devoir s'occuper de ces gens. C'est totalement improvisé. Donc l'armée française prend en charge les plus fatigués. C'est l'armée française qui va déterminer, ceux qui ont un véhicule, filment. Ceux qui n'ont pas de véhicule, prenez telle route. On détermine assez rapidement ce qu'on doit faire. On prend en charge les réfugiés, et à chaque fois, les services sanitaires des divisions en ligne le disent, hein, on accueille, on nourrit, on réconforte, on évacue.
Le but, c'est pas de laisser des civils dans la zone désarmée. On a même une mention d'un accouchement qui est pratiqué dans une ferme à Brenel le 20 mai. Quoi, toujours des naissances au milieu de tout ça, et qui se passe bien, heureusement. Mais assez rapidement, voilà, on a beaucoup de réfugiés qui fuient et qu'il faut réconforter. Au final, si on devait garder une citation pour décrire tout ça, moi j'aime beaucoup, c'est une citation de Lucien Caron, qu'on trouve dans son ouvrage Fantassins sur l'Aisne. Mais si vous les aviez vus en plein midi de juin 40, si chaud, si pénible, si vous les aviez vus cheminer sur une route sans ombre, n'ayant plus rien à boire, si vous les aviez vus obligés de marcher dans un fossé bosselé pour laisser passer les convois militaires qui les couvraient de poussière grisâtre et asséchante, si vous aviez surpris au passage leur regard attaché à une borne kilométrique inexorable, alors vous auriez vu ce que c'était que la peine, la souffrance, la détresse. Penser aux autres, mais comment auraient-ils pu faire ? Si j'étais peintre, je représenterais l'exode par une colonne sans fin de gens qui marchent, sans vide, de 1000 pas différents, de gens qui pleurent, de gens qui lancent des imprécations vagues, de gens dont les corps sont peut-être sur la route, mais dont les cœurs sont demeurés dans une maison chérie et abandonnée, dont les pensées appellent la maison qui les accueillera, peut-être, Dieu sait où, Dieu sait quand. L'exode, chacun pour soi. C'est assez fort, mais quelque part, ça dépeint assez bien, malheureusement, ce qui se passe sur les routes. Tous ces gens sur les routes et le chaos une fois qu'ils sont passés. La prévôté militaire de la 28e division infanterie alpine, le 23 mai, considère, je cite, Soissons comme infesté de pillards qui dévalisent les boutiques et magasins quels qu'ils soient. 10 militaires sont pris en flagrant délit de pillage. Ils sont arrêtés. Le général Lestien, qui commande cette division, déclare alors que la place de la gare, donc de Soissons, présentait déjà un aspect de débâcle. Des débris de vitres jonchaient le sol, véhicules hétéroclites à demi démolis, encombrés, des réfugiés dormaient assis ou couchés sur les trottoirs, des soldats erraient à la recherche d'ordre. C'est le bazar total. Par contre, l'armée, elle, quelque part, peut constater tout ça et elle essaie de rétablir la situation un petit peu plus haut sur les hauteurs. Et essayer de rétablir la situation, ça implique aussi de mettre un peu d'ordre dans tout ça, histoire que notamment les civils soient à leur bonne place. Ceux qui n'ont rien à faire là doivent évacuer la zone, ceux qui doivent être là doivent avoir de bonnes raisons d'être là. Donc, la zone désarmée s'organise aussi. Quelques petits documents trouvés dans les archives à Vincennes, notamment le 23 mai 1940, une note de service prescrit que tous les civils se trouvant au nord de l'Aisne, dans le secteur de la division, doivent être refoulés hors de cette zone s'ils n'y ont pas leur domicile régulier en temps de paix. C'est ce qui s'appelle instaurer la zone désarmée. Il y a des règles, les civils n'y ont pas leur place. Ceux qui ont leur place, ceux qui habitent ici, doivent, vieux souvenir du Covid, ça vous rappellera quelque chose, avoir des laissez-passer. Monsieur Rouvry de Bussillon est autorisé à se rendre le 25 mai à Sémont pour aller chercher des vêtements. Et on donne des laissez-passer comme ça. Bon, ça marche un temps. Le fait est que, assez rapidement, la zone désarmée est vraiment instaurée et qu'on s'aperçoit que le 26 mai, tout franchissement de l'Aisne doit être interdit, réfugiés ou non. Et dès lors que le front se stabilise, que les Allemands surtout arrivent de plus en plus nombreux en face de l'autre côté de l'Ailette et du canal de Loise-Allen, qu'au final, les civils ne peuvent pas rester. Donc à part quelques personnes mentionnées dans les archives, intransportables, ayant été récemment opérées, enceintes jusqu'au bout des doigts, sauf ces personnes-là qui ne peuvent pas être évacuées, tous les autres sont évacués le 28 mai et l'évacuation est terminée le 29 mai à 0h. Toute la population civile ne doit pas être là le moment où le bombardement commencera. Déjà que les Allemands commencent déjà à régler leurs tirs. Donc voilà un petit peu comment se déroule cet exode et comment petit à petit la population civile s'éloigne pour laisser place au combat. Alors les combats, ils vont avoir lieu en plusieurs phases. Pour faire face à l'attaque allemande, je l'ai évoqué tout à l'heure, au choc de l'attaque allemande, on envoie quelques petites unités de briquet-de-broc. Plus précisément, les premiers combats un peu sérieux ont lieu dans la vallée de l'Oise et dans le Vermandois. Donc je vais essayer de dépeindre par secteur, découper notre département pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé. Donc dans la vallée de l'Oise et le Vermandois,
Ici, on va avoir une carte qui va expliquer un petit peu la progression en fait, des unités allemandes. On a des éléments disparates, donc je vous l'ai dit, d'unités qui étaient en repli depuis la Belgique, qui ont fui depuis la Capelle, qui essaient de se replier jusqu'au canal de la Sambre à l'Oise, hein, qui est juste ici. Donc ces unités essaient de se replier tant bien que mal pour se rétablir. On leur envoie des unités en repli, on leur envoie des unités en renfort, notamment des chars de la 2e DCR. Donc ça va être des H-39, des R-35, des B1 bis pour les fans des blindés. Et globalement, on va pouvoir installer sur tout le pourtour ici, principalement, assez rapidement, hein, déjà dès le 16 et le 17 mai, des éléments d'infanterie. Quand je dis des éléments, c'est pas 3 gars avec un fusil et une mitrailleuse. Hein. Parfois, c'est plusieurs centaines d'hommes, un bataillon organisé avec des armes collectives, mitrailleuses, fusils mitrailleurs, armes anti-chars, épaulés en plus par quelques chars. Bon, parfois, c'est un char par pont, hein. Mais surtout dans cette partie-là, là, il n'y a plus d'infanterie. Là, hein. Là, c'est vraiment les chars tout seuls de la 2e DCR. Donc, on va avoir quelque chose, une défense en pointillé plus ou moins étoffée qui va s'installer comme ça dans toute la vallée de l'Oise. Malheureusement, comme toujours, ils sont un peu pris de court et de rapidité par les Allemands, puisque dans la soirée du 16 mai, la 1re et la 2e division de Panzer ont déjà atteint les rives de l'Oise, devant Rigmont, ici, et devant Brissy à Mégicourt, ici. Et de manière générale, le 17 mai, la 6e division de Panzer, qui arrivait ici, par la vallée de l'Oise, arrive déjà à Guise et commence à pousser des reconnaissances pour essayer de trouver un point de passage dans ce secteur ici, côté de Vadencourt et Boéry, Hauteville. Donc assez rapidement, on va avoir des forces françaises qui voient arriver un char, puis 2, puis au final le rapport de force s'inverse assez rapidement. On attend le lendemain, mais on ne se fait aucune idée sur la possibilité de résistance. Et assez rapidement, c'est la réalité. Les Allemands avancent et bousculent littéralement les positions françaises, surtout quand elles sont faibles, hein, ici comme le char glorieux à Mouillen. Ici, il y avait un char qui essayait de défendre tant bien que mal un pont, et ils sont totalement pulvérisés. On va avoir des points de passage, différents points de passage. Franchement, la 1re, la 2e et la 6e division de Panzer arrivent assez rapidement à progresser, vraiment très rapidement. Dans la matinée du 18 mai, par exemple, Saint-Quentin tombe sans être défendu. Il n'y a personne pour défendre la plus grosse ville du département. Donc voilà, c'est l'Oise, puis la Somme, du coup, qui sont assez rapidement traversées. Pendant ce temps-là, la 6e division de Panzer va essayer de tailler son chemin par Croix-Fonsomme, puisque ils ont des ordres pour suivre un certain parcours. Mais tout en étant vigilant sur une chose. Certes, on a des officiers à la tête de ces divisions blindées allemandes qui sont plus jeunes, qui étaient des lieutenants parfois pendant la Première Guerre mondiale, qui ont su repenser la rapidité, le déploiement tactique que doit être une unité sur le champ de bataille, mais dont leurs chefs sont assez vieux jeux, et notamment Adolf Hitler, qui lui a qu'une hantise, c'est trop facile. Ça rentre comme de du beurre, c'est pas normal. Les Français sont très brillants, ils ont la meilleure armée du monde, ils nous attendent quelque part, donc à tout moment, faites attention, même à plusieurs reprises, il y aura des Halbefehl, c'est-à-dire des ordres du haut commandement pour dire arrêtez tout, il faut pas aller plus loin, faut être prudent quand même, c'est la première armée du monde, d'accord, ça avance, mais soyez prudents. Du coup, assez rapidement, pour être prudent quand même, puisqu'ils n'avaient aucune intention d'aller au sud de la Serre, partout où il y a des ponts et des points importants qui pourraient servir par la suite pour retraverser la Serre, les Allemands installent ce qu'ils appellent des Sperrverband, c'est-à-dire il y a toujours un char ou deux qui sont en panne, qui ont besoin d'être réparés. Bon le temps qu'ils soient réparés, vous le mettez dans le village, position anti-char, il couvrira le champ du pont, vous mettez quelques unités de génie qui traînent, vous les mettez là, vous mettez quelques mines anti-char, des défenses. Toute personne, toute unité française un temps soit peu organisée qui essaiera de passer sera bloquée. Et vous protégez votre flanc. Comme ça, le reste peut continuer d'avancer. C'est une structure un peu légère, un peu osée. Imaginez s'il y avait eu plusieurs divisions de cuirassiers françaises sur le flanc sud, là, c'était un peu risqué. Mais bon, de l'audace, toujours de l'audace. Et là, les Allemands en font preuve. Puisque, quelque part, ça paye, puisque ils arrivent assez rapidement à atteindre Vermand, Péronne.
Ça, c'est plus pour le corps de bataille au sud. Au nord, vous avez la 8e division de Panzer qui arrive un peu en retard sur le canal de la Sambre-à-l'Oise, puisqu'elle a été ralentie, rappelez-vous, à Mondrepuis, à la Capelle, par les reliquats des divisions d'infanterie nord-africaine. Donc, quelque part, elle arrive avec un peu de retard. Et elle tombe sur, en plus, un secteur où, depuis le 16 et le 17 mai, des hommes, des chars ont eu le temps de s'installer. Donc, ça va être un petit peu plus difficile pour eux de traverser, mais néanmoins, à partir du 19 mai, la 8e Panzer lance aussi ses attaques et réussit à passer, non sans mal, non sans grande résistance de la part de la 9e division d'infanterie motorisée notamment, du côté des Treux. Donc voilà, on va avoir vraiment une résistance assez marquée dans ce secteur, qui mérite d'être souligné. Vous avez un petit monument à Étreux qui le rappelle, au gare d'Étreux. Mais néanmoins, les Allemands réussissent à passer. Et dernier grand affrontement qu'on pourra mentionner dans ce secteur, au final, c'est Wassigny. Le 28e régiment de tirailleurs tunisiens du lieutenant-colonel Trabila va résister pendant quasiment toute une journée. Le colonel est tué lui-même d'une rafale de mitraillette, donc le 20 mai. Donc on va avoir une dernière grosse résistance de plusieurs centaines d'hommes qui vont essayer de ralentir un maximum. Quelques bribes d'hommes essaient de s'échapper et on les retrouve du côté de Prémont. Pourquoi je parle de Prémont? Parce que il y a quelques temps, je m'étais interrogé, quand vous trouvez près d'une trentaine de noms de tirailleurs nord-africains, tous morts le même jour, dans un village où aucun combat n'est signalé, alors que ces mêmes tirailleurs nord-africains, depuis la Capelle, causent beaucoup de soucis à la même division, il y a peut-être massacre. Encore une fois, à prouver, à rechercher, c'est hypothétique, mais n'oublions pas qu'à quelques dizaines de kilomètres au nord, au même moment, la 7e division de Panzer du général Rommel commet des exactions dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le nord. Donc il n'est pas impossible qu'on ait à peu près les mêmes configurations quand on a des unités allemandes qui ne sont pas forcément SS, mais qui trouvent des hommes qui leur résistent un peu trop, qu'ils considèrent comme des sous-hommes. Ça peut amener à une certaine violence barbare. Prémont, à creuser. Comme quoi on n'a jamais fini en histoire. Et petit à petit, ces divisions continuent d'avancer jusqu'au Catelet, où on a encore des chars, et parmi des dizaines et des photos de dizaines de photos de chars détruits, encore une. C'est des unités en repli, toujours, qui tombent en panne ou qui sont allumées en essayant de défendre un pont. Mais le fait est, voilà, comment peut se conclure les combats dans ce secteur. Ensuite, le sujet le plus connu, De Gaulle. Je vais lui accorder autant de temps que les autres, c'est juste que pour moi il est resté 5 jours sur 4 semaines, donc c'est assez court, mais néanmoins ça mérite d'être exposé, puisque tout ça se passe au même moment, donc, que les combats dans la vallée de l'Oise et sur le canal de la Sambre-à-l'Oise. On va avoir toujours cette volonté des Français d'essayer d'envoyer des troupes pour essayer, cette fois-ci, non pas de retarder, de briser l'avance allemande en Picardie, mais cette fois-ci, on envoie De Gaulle, pour faire simple, pour sa mission, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est envoyé couvrir le déploiement d'une armée. Une armée doit arriver pour bloquer la route de Paris, c'est le détachement d'armée commandé par le général Touchon, ça deviendra la 6e armée. Donc elle est envoyée sur l'Aisne. Donc, on fait comme on a toujours fait au fil des siècles, on envoie une unité en enfant perdu, c'est-à-dire au devant de l'armée, pour ralentir l'assaillant qui viendrait dans la même direction, et se sacrifier si besoin, ou au moins reconnaître le terrain pour essayer d'évaluer les forces qui sont en face. Rappelez-vous, pas d'observation aérienne ou très peu. Et le fait est que on envoie du coup une unité, la 4e division cuirassiers, qui est une armée, qui est une division qui n'existait pas quelques jours avant. C'est une unité constituée de briquets de broc, d'unités qui n'ont jamais été rassemblées ensemble, ils n'ont jamais combattu ensemble. Et on a nommé un colonel à leur tête, un peu agité, avec beaucoup d'idées sur la tactique d'emploi des chars, mais qu'on ne demande qu'à voir à l'œuvre. Et le fait est donc qu'on envoie cette 4e DCR sur le Lannoy. Donc De Gaulle reçoit sa mission le 15 au matin au Vésiné, à 23h il est à Bruyères. Il s'installe au fond de la place, dans une petite maison où vous avez encore une plaque. Il n'a rigoureusement rien pour accomplir sa mission. Tout ce qu'il trouve à Bruyères, c'est une compagnie d'artilleurs sans canon, spécialisés dans la guerre chimique. Donc autant dire qu'ils ont juste leurs mousquetons, leurs pistolets,
quelques armes collectives, c'est tout. On récupère un peu d'artillerie qui traînait par là. C'est une division cuirassée sans chars, le 15 mai au soir. C'est vraiment à partir du 16 mai qu'il commence à recevoir des chars de sa division. Et le fait est que le 15 au soir, tout ce qu'il peut faire, c'est couvrir ses arrières, couvrir les côtés, au cas où les Allemands attaqueraient la route de Paris, toujours. Hein. On a peur qu'ils marchent vers Paris, qu'ils prennent la Nationale 2. Donc, on va installer des bouchons retardateurs un petit peu partout, à la gare de Saint-Herme, à Neuchâtel, en forêt de Samoussy. Bien lui en prend d'ailleurs, parce que les Allemands ont une colonne motorisée qui se perd le soir du 16 mai et qui tombe à Chivres sur les premières défenses françaises. Voilà, c'est épisodique, mais le fait est que au moins les bouchons ont une utilité. Pas avoir des Allemands débarquer en plein milieu des bivouacs. De Gaulle, donc, sa mission, c'est de couvrir ses côtés, d'essayer de reconnaître le terrain, d'essayer de couvrir le déploiement de l'armée. Et donc, pour ça, il faut aussi lancer des reconnaissances offensives, si possible. Essayer de jauger un peu l'adversaire. C'est ce qu'il prépare, c'est ce qu'il propose de faire. Donc, il y a quelques chars qui sont arrivés dans la journée du 16 mai. Donc, le 16, dans la nuit du 16 au 17, il décide de lancer une reconnaissance offensive en direction de Montcornet pour les premières lueurs du jour du 17 mai. Donc, à 4h15 du matin, le 17 mai, vous avez une colonne de chars lourds qui va s'élancer de la forêt de Samoussy pendant qu'une colonne de chars légers s'élance. Ils doivent arriver en même temps du côté de Montcornet. C'est ça c'est sans compter la rapidité des uns, la lenteur des autres, les combats à Chivres, parce qu'on a quand même quelques petits accrochages dans la matinée. C'est compté sans le ravitaillement d'un B1 qui prend un temps fou à faire le plein. Donc au final, tout ce qui devait être coordonné ne l'est pas. Sans compter que n'importe quel tacticien vous dira qu'attaquer qu'avec des chars, sans infanterie et sans artillerie, c'est un petit peu osé. Pourquoi pas? Mais le fait est que vous allez avoir donc tous les chars légers qui arrivent à midi à Montcornet et qui tombent tout seuls sur les défenses allemandes du Sperrverband qui était installé sur Montcornet. Donc quand vous descendez la grande pente qui vous mène jusqu'à Montcornet, en plus ils ont largement le temps de vous voir et de vous tirer dessus. Donc autant dire que les R-35 sont assez vite détruits, du moins quelques-uns. Ils essaient de passer, et ils voient que ça passe pas, alors à 15h, ils se replient. À partir de 16h, les premiers chars dits lourds, c'est des chars D2 de la 345e compagnie autonome de chars de combat, réussissent à un petit peu avancer. Ils attaquent une colonne, mais au final, pas grand-chose. Et l'attaque toujours continue à être décousue, puisque les chars lourds, les B1-10 du 46e bataillon de chars de combat, eux, attaquent carrément qu'à partir de 16h, 18h, et finissent assez rapidement leur mission. Certains le disent même, qui faisaient partie du 46e BCC, la mission c'était arriver à l'entrée de Montcornet, voir si ça passe, canonner pendant des minutes, et on fait demi-tour. De toute manière, il n'y a pas assez d'essence. Donc le fait est qu'on va avoir une attaque assez décousue qui est ce qu'on appelle bataille. Pareil beaucoup. C'est une tentative. Après, on va l'ériger en bataille quelque part parce que ça et Crécy ensuite, ce sera au final des rares tentatives offensives françaises. Contre-attaque, c'est un grand mot. Mais c'est une tentative au moins psychologiquement déjà pour ces hommes, quand on est un chef d'unité, de faire la cohésion au combat. Et surtout, c'est une bonne tentative pour essayer d'alarmer les Allemands, ce qui fonctionne assez, essayer de faire du bruit, comme on dit en langage militaire, pour qu'il attire des renforts à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs. Ça se tente toujours, mais le fait est que attaquer avec 85 chars, c'était un peu léger, et au final, assez rapidement, donc, dans la soirée, tous les chars se replient, avec quelques pertes quand même, faut le rappeler. Mais le fait est qu'on va avoir donc cette première tentative de Gaulle et de sa 4e DCR de percer, de faire une petite percée du moins, une reconnaissance offensive. Ayant reçu des renforts le 18 mai, il réitère d'ailleurs la tentative en direction de Crécy-sur-Serre, avec près de 150 chars et blindés, une reconnaissance offensive qui bute également sur les défenses. Les chars D2, les chars R-35 ne dépasseront pas le pont sur la Serre, il est un petit peu plus loin, là c'est le Carrefour Market maintenant à Crécy, donc le pont est un peu plus loin, donc on n'arrive pas à passer, et rétrospectivement on peut surtout dire que c'est une action offensive quand même assez osée pour déployer
autant de matériel blindé, alors qu'on en manque à l'époque, et de compter sur 300 chasseurs portés pour couvrir ses flancs. Parce que sur les côtés, ce que De Gaulle n'avait peut-être pas assez anticipé, c'est que non seulement tout le corps de bataille mécanique allemand est largement, certes, en train de foncer vers la Somme, mais que derrière, il y a les divisions d'infanterie allemandes qui arrivent pour consolider les côtés et préparer la suite. Et quand il attaque sur Crécy, il y a les premiers éléments de la 25e division d'infanterie qui sont en train de foncer sur Chambry. Et heureusement que le 4e bataillon de chasseurs portés était là pour couvrir les flancs. Ils y ont laissé beaucoup de leurs camarades, mais le fait est que pas grand-chose, hein, si ce n'est encore une fois alarmer les Allemands, inciter Hitler à encore mettre un coup de pression à ses généraux en disant « je vous l'avais dit, ils vont attaquer sur les côtés, il faut faire une pause, il faut renforcer les côtés, voilà ». Mais le fait est que voilà, la mission de Gaulle était un petit peu aussi ça, faire peur aux Allemands sur leur flanc. Le fait est que sa mission aussi, elle s'arrête là, puisque même s'il a envie de faire plus, sa mission c'était de couvrir le déploiement d'une armée. Donc la mission étant accomplie, puisque l'armée derrière lui s'est installée, il reçoit l'ordre de se replier. Et c'est là que ça va être difficile, parce que autant les blindés allemands ne vont pas trop l'embêter, puisqu'ils continuent sur leur foulée en direction de la côte picarde, autant il y a de plus en plus d'unités allemandes d'infanterie, et des bonnes, hein, 5e, 25e division d'infanterie, unités d'active en temps de paix, qui vont arriver sur ses arrières. Et là on retrouve sur le même schéma qu'anti-Rache. Vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas si vous êtes le premier. Et c'est ce qui va se passer malheureusement pendant tout le repli que va faire De Gaulle au niveau du chemin des Dames, hein, puisque quand on se replie au sud du Lannoy, on se replie par le chemin des Dames. Vous allez donc avoir énormément de pertes au niveau du 10e cuirassier, au niveau de la 345e compagnie autonome de chars de combat, au niveau de Fétieux, au niveau de Parfondru. Vous avez une petite plaque d'ailleurs à Parfondru qui est cachée dans une haie pour souligner un officier du 10e cuir qui est tombé là-bas. Et le monument qui rappelle le plus ces combats, c'est celui de Fétieux, où était installé d'ailleurs le PC de la 4e DCR. Il est dans le tournant, dans la rue. Vous allez voir la petite plaque à Hurtebise aussi, qui est un petit peu élogieuse, hein, parce que clairement attaqué de toutes parts par des éléments blindés allemands, défendirent vaillamment leur convoi. Il n'y a pas de blindés allemands dans les rapports. Vous allez avoir une arme anti-char, quelques hommes qui bloquent une colonne, mais les seuls chars qu'il y a ce jour-là, c'est les 3 chars français qui vont essayer d'aider le convoi à passer. Et ils vont laisser d'ailleurs un char. Le 24e BCC va laisser un char R-35 à Hurtebise. Donc au final, on va avoir un repli extrêmement difficile, et c'est seulement le 20 mai dans la soirée que l'Aisne est refranchie. Au final, on a donc un passage de Gaulle dans l'Aisne qui est assez furtif et qui est, dans le cadre d'une mission, bien encadré. Ne nous imaginons pas ça comme un homme qui a lancé la grande contre-attaque, qui a peut-être échoué, mais qui a lancé la grande contre-attaque. C'est beaucoup plus encadré que ça. N'oublions pas que c'est qu'un colonel qui commande certes une division, mais qui a beaucoup d'ordres à recevoir au-dessus de lui. Donc cette intermède de Gaulle étant désormais terminé, passé le 20 mai, on le voit sur cette carte, ici en zigzag, se pose un nouveau front, ce qu'on appellera la ligne Végan, puisque Gamelin a été remplacé par Végan à partir du 18 mai. On va avoir donc une nouvelle ligne de front qui s'installe, qui va courir jusque dans la Somme, hein. C'est la nouvelle ligne de front. J'ai envie de dire voulu par les Français, certainement pas, puisque le plan jaune des Allemands ne prévoyait absolument pas de dépasser cette zone. Concrètement, les Allemands, c'était la côte. Donc au final, les Français ont pu installer leur ligne de défense, leur ligne Végan, à partir du 16, 17, 18, 19, 20 mai. Et De Gaulle va pouvoir se replier sur une ligne de front qui s'installe. Et à l'échelle du département de l'Aisne, du coup, cette ligne, elle s'installe depuis la vallée de la Somme, hein, depuis Saint-Simon quasiment. Et ensuite dans la Somme, hein, on se concentre sur Aisne. Le canal de Saint-Quentin, la vallée de l'Ilette, le canal de l'Oise-Aisne et la vallée de l'Aisne, jusqu'à Neuchâtel. Voilà comment le front se fige. Ce sera la zone interdite un mois plus tard. Facile à retenir. Mais le fait est que vous allez avoir ici des combats à nouveau, mais plus tard. De la vallée de la Somme à la vallée de l'Ilette, ce sera le premier secteur, puis ensuite je ferai les autres. Les combats, on les aura dans un second temps dans ce secteur.
Parce que l'armée française donc s'installe sur une nouvelle ligne de défense et attend, consolide ses positions. Mais elle attend surtout que les Allemands attaquent. Ce sera le plan rouge. On imagine trop souvent la bataille de France comme étant une grande invasion en un seul temps. Non, elle est en deux temps. Le plan jaune et le plan rouge. Le temps de résorber la poche de Dunkerque, etc. L'armée allemande va amener d'autres renforts, poser une nouvelle ligne, ramener des troupes, pour ensuite faire un nouveau bond, et là, visant à envahir le pays. Mais pendant le temps d'amener des troupes pour attaquer, l'armée française, elle, a le temps d'amener des troupes et de s'installer. Elle s'installe plutôt pas trop mal. On a le temps de faire des plans. Vous avez dans les archives de la 87e division d'infanterie d'Afrique qui était juste ici. Donc à Vincennes, on peut voir des situations avec des bataillons en ligne, avec les canons de 75 en arrière, les canons de 155 encore plus en arrière. Donc c'est une situation avec une défense qu'on arrive à établir en profondeur. Mais on n'a pas autant d'hommes qu'en 14-18. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une ligne de défense dense. Vous allez avoir des points d'appui qui se couvrent les uns les autres. On peut passer entre des points d'appui. Mais le fait est que pour bloquer un maximum l'avance allemande quand elle arriverait, il faut créer un glacis protecteur, un fossé, un rempart, et quoi de mieux qu'une voie d'eau pour ça. C'est pour ça que le front s'était installé sur les canaux, sur l'Ailette, sur le canal de Loise-Allen et l'Aisne. Ça permet de faire sauter les ponts. Donc comme ici, sur le canal de Loise-Allen. Donc on a tout un secteur où l'armée française s'installe et consolide, notamment en secteur urbain du côté de Tergnier. On va créer des barricades, on va créer des points d'appui fermés. Il faut rendre un maximum, que ce soit le débouché des ponts ou les agglomérations, impénétrables aux engins blindés. Pourquoi impénétrables aux engins blindés ? Parce que c'est les engins blindés qui envahissent le nord de l'Aisne. Donc, faute de renseignements, sous-estimant l'adversaire. En fait, vous avez une armée française qui s'installe en pensant que ce qui va venir, ce sera forcément des chars. Autant quelques mois plus tôt, on aurait dit à l'armée française, les Français ont des milliers de chars, ils vont vous attaquer. Mais non, on a la première armée du monde, c'est pas possible. Là, on est dans une brusque retournement inverse, depuis Sedan, depuis le 12 et le 13 mai. Dans l'armée française, on pense que c'est forcément des chars qui vont attaquer de partout. Donc il faut faire des fossés anti-chars, il faut des mines anti-chars, on en commande des milliers, on commande des fusils anti-chars aux Britanniques parce qu'on n'en a pas dans l'armée française. C'est forcément des chars qui vont nous attaquer. En face, là, il n'y aura pas un seul char. Beaucoup de moyens, beaucoup de réflexions développées en pure perte, parce qu'au final, on s'installe, on se consolide, on se prépare au pire, mais ce ne sera pas tout à fait ça qui arrivera. Alors après avoir fait sauter les ponts, les Français, il faut mesurer quand même, près de 15 jours, c'est énorme 15 jours, où l'armée française réinstalle un front. Comme on aurait pu le considérer en 14-18, on réinstalle, donc tous les services se déploient aussi. Et c'est ce qui permet d'avoir des incongruités archivistiques. Celle-ci m'a fait rire quand je l'ai vue. C'est la prévôté de la 23e DI, je crois, qui est dans le secteur de Chauny-Tergnier. J'ai l'honneur de vous rendre compte que la gendarmerie de Chauny vient de découvrir un dépôt de 12 000 litres environ de Pernod, en caisse de 15 litres. Si la troupe découvrait ce dépôt, il y aurait à craindre de nombreux cas d'ivresse. Il existe en outre à Chauny un dépôt de 47 tonneaux de 200 litres d'huile pour automobile et plusieurs tonneaux de grains. Il faut évacuer ça. Imaginez si la troupe tombe là-dessus. La note est datée du 5 juin. Les Allemands attaquent le 5. Donc, dans les archives, et c'est ça qui est magnifique, on voit un petit à classer. Chauny étant désormais aux mains des Allemands. Tant pis, c'est eux qui auront le perdant. Mais le fait est que voilà, on va avoir une réalité, c'est un front qui s'installe et qui se consolide jusqu'au moment où forcément l'attaque finit par arriver. C'est le 5 juin. Retenez bien cette date. C'est la grande attaque. Au final, le 15 mai, les Allemands arrivent dans l'Aisne sans trop rencontrer de résistance. Le 5 juin, c'est le déclenchement du plan rouge allemand. Vous avez des forces allemandes qui attaquent des forces françaises, les deux côtés préparés, avec bombardement d'artillerie, avec fumigène pour franchir une voie d'eau, avec soutien de l'aviation, bref, une bataille au sens où on l'entend. Violent bombardement, très violent bombardement du côté de Tergnier, Vouelle, Metzy, Lié, mais généralement dans le secteur de Tergnier, ça tient.
Il y a même des contre-attaques. Vous avez même l'Infantry Regiment 483 qui est repoussé au-delà du canal avec de lourdes pertes ici. Ils arrivent à franchir et le 32e régiment d'infanterie français va les repousser. Donc on a un secteur qui reste assez inviolé au final, ce qui est assez rare à l'époque. Mais voilà, pour mémoire d'ailleurs, vous allez avoir, quand un régiment n'atteint pas toujours ses objectifs, généralement on demande au chef d'aller devant. Et c'est ce qui se passe dans ce régiment 483, puisque le colonel, qui s'appelle Gunther von David Krebs, est même tué au combat, du coup. Et encore aujourd'hui, donc il a été fait général-mayor à titre posthume, et encore aujourd'hui, c'est la tombe d'un homme le plus gradé au cimetière du fort de la Malmaison. Il y a un général enterré au cimetière allemand de la Malmaison, à titre posthume, mais un général. Alors voilà pour le secteur de Tergnier. Après, le plus difficile au final, ça va être dans le secteur de la vallée de l'Ailette. Vous allez avoir vraiment des unités qui font face, qui essaient de faire face tant bien que mal, mais concrètement, on ne peut pas lutter, c'est en infériorité numérique. Vous êtes à 2 contre 1, voire 3 contre 1 dans certains secteurs, donc c'est décemment pas possible. Pour faire court, le 5 juin, dans la soirée, vous allez avoir une ligne de front avec des poches extrêmement, parfois, en profondeur. Vous avez des secteurs qui tiennent, comme le secteur du 9e Zouave, mais vous allez avoir des secteurs où, clairement, l'avance bloque sur les grandes fermes du plateau du Soissonnais. Ces grandes fermes fortifiées, où les soldats se retranchent, mais où les Allemands les débordent. Donc voilà l'état des lieux, le 5 juin. Le 6 juin, on tente des contre-attaques, du côté de Bémé, du côté de Bagneux, on tente des contre-attaques, mais clairement, c'est des tentatives désespérées. On n'a pas les moyens de bien contre-attaquer. Quand vous contre-attaquez avec un bataillon et quelques chars face à une division allemande, vous n'avez pas les moyens de contre-attaquer. En fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est couvrir le repli des autres, pendant que vous vous sacrifiez. Et ça va être un peu le même schéma partout, malheureusement, et y compris au chemin des Dames, puisque vous allez avoir... Alors, je termine justement sur la vallée de la Somme à la vallée de l'Ailette. On va avoir quand même quelques très belles photos qui méritent d'être montrées. Tous les prisonniers français dans le secteur, ici, c'est une photo qui a été prise dans le cimetière de Bagneux, et on voit des soldats français prisonniers qui sont tous massés dans le cimetière. Donc c'est une des rares photos de soldats français faits prisonniers dans ce secteur en 1940, et les photos sont vraiment remarquables. Vous allez voir un petit monument aussi à Trolly-Loire qui rappelle les combats dans ce secteur. Mais globalement, voilà, c'est des combats assez désespérés où vous êtes en infériorité numérique, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose malheureusement. Et ce sera pareil donc au chemin des Dames. Au chemin des Dames, avec une petite différence, c'est que certes le front se fige, des unités arrivent, s'installent, se consolident, mais cette psychose de la peur d'une attaque des chars va même les conduire dans le secteur à creuser un fossé anti-char. Puisque ceux qui connaissent un petit peu la région le savent, hein. Vous avez certes une coupure d'eau qui est la vallée de l'Ailette, vous avez le canal de Loise-Allen, mais à Bran-Lannoy, ils passent en dessous. Du coup, ils peuvent passer là, c'est un talon d'Achille. Donc, on va creuser un fossé anti-char. Et les Français vont creuser un fossé anti-char de près de 160 mètres de long et poser 1200 mines sur l'isthme de Chevrony pour, au cas où les blindés attaqueraient, les bloquer là. Alors déjà, quand on est à vélo ou en voiture, monter au chemin des Dames, avec un blindé, ça consomme en essence. Les Allemands ne le feront pas, bien évidemment. Mais le fait est que voilà, vous allez avoir donc une fixation du front à nouveau, hein, je ne reproduis pas le schéma, ce sera le même partout, et une attaque le 5 juin à 4h avec fumigène, avec Stuka. Au chemin des Dames, il y aura une petite défaillance tactique au niveau du pont Auger à Chavignon qui va conduire les Allemands à réussir à percer un peu plus rapidement. C'est la seule ombre au tableau, on peut dire. Et on va avoir du coup beaucoup de prisonniers au 97e RIA à Chavignon, et partout des unités qui se battent toujours avec l'énergie du désespoir et qui parfois sont encerclées, comme le 130e RI à Pinon. On va avoir un petit monument, Jean de Pinon, salut. Et un petit peu plus loin, à Leudy-sous-Coucy, le monument de la 7e DI, pour rappeler
pour rappeler ces combats. De manière générale, on va avoir beaucoup de monuments pour rappeler les combats aux chemins et dames de tous ces hommes, puisque tout comme dans le chapitre précédent, Vallée de l'Ailette et Ternois, c'est le même format qui se passe au chemin et dames. 5 juin, on encaisse l'attaque. Dans la nuit du 5 au 6 juin, on prévoit les contre-attaques. Et le 6 juin à l'aube, on essaie de lancer des contre-attaques, au moins pour permettre aux autres de se replier. C'est ce qui se passe ici. Et du côté du Moulin de la Faux, vous avez le 7e bataillon chasseurs alpins qui essaie de s'élancer sur Pinon. Ils arrivent, mais au moment où les Allemands sont en train de relancer eux-mêmes une attaque. Un embrouillamini phénoménal, des très beaux faits d'armes, mais au final, pour regagner le Moulin de la Faux, il faut faire Sidi Brahim, donc les chasseurs alpins, vont devoir foncer et ils ne seront pas nombreux à rentrer. Même configuration un petit peu plus loin, du côté des Ijuis, vous avez le 12e bataillon, le 3e bataillon du 12e régiment étranger d'infanterie qui va contre-attaquer, appuyé de quelques chars en direction de l'Ange Gardien pour essayer de résorber cette poche de Chavignon qui s'était constituée le 5 juin. C'est un petit monument tout au bout du chemin, au bout de la ferme de la Malmaison, mais leur histoire, elle est particulière. Parce qu'au 12e REI, vous avez un tiers de Polonais, un tiers de Juifs apatrides, un tiers de Républicains espagnols. Des hommes qui s'étaient engagés pour le pays de la liberté, au moment de la mobilisation. Et qu'on envoie en régiment ficelle, équipé de briques et de brocs, pour contre-attaquer, pour permettre aux autres de se replier. Ils vont repousser les Allemands 3 fois dans la journée. Ils sont près de 700 à partir le 6 juin à l'assaut. Ils sont 177 à repasser le pont Véli le soir. Ils sont enterrés à soupir. Beaucoup de noms espagnols. Au final, vous allez avoir comme ça un plateau qui est assez vite perdu et abandonné. Et très rapidement, dans la soirée du 6 juin, même s'il y a beaucoup de résistance aussi du côté de Braine-l'Alleud, il faut le dire, le 27e MCA va annihiler quasiment tout un régiment, la 291e d'infanterie allemande. Donc vraiment, vous avez beaucoup de résistance. Le relief s'y prête pour une division d'infanterie alpine, vous me direz. Mais assez rapidement, le 6 ce soir, vous avez un repli. De l'autre côté de l'Aisne. L'Aisne et la vallée de l'Aisne, justement. Prochain sujet. Dans la vallée de l'Aisne, même configuration, mais avec quelques jours de décalage. C'est-à-dire que là aussi, vous allez avoir des unités qui vont s'installer à partir du 16, 17, 18, 19 mai, qui vont rester 15 jours, qui s'installent très bien, qui repoussent les premières reconnaissances allemandes, qui détruisent les ponts, qui aident De Gaulle à repasser avec ses chars. Mais on va avoir un petit peu plus de documentation dans ce secteur, je trouve. Certes des photos, mais comme c'est un secteur qui n'est attaqué que le 9 juin, contrairement aux autres qui étaient le 5 juin, on va avoir une tentative côté allemande de faire un peu de guerre psychologique dans ce secteur. Et donc dans les archives de la 44e division d'infanterie, on trouve soldats français, vos armées dans l'Artois et la Flandre ont été battues, la plus grande bataille d'extermination de l'histoire universelle va finir par la capitulation de centaines de milliers de soldats. Cela signifie la décision dans cette guerre provoquée par l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui est responsable de tout. Toute prolongation est inutile. Pourquoi vous battez-vous? Le deuxième est pas mal non plus. Et c'est pour ces salauds que vous combattez. Vous voyez votre pays à la ruine. Oui, parce qu'à chaque fois, en gros, je vous résume, la guerre doit durer puisque les Britanniques ont investi beaucoup d'argent dans les industries d'armement. Donc il faut rentabiliser. Donc ils sacrifient les Français pour faire de l'argent. L'ouvrier sensible, mobilisé, c'est normal, ce genre de choses. Mais les Allemands font donc un grand lâcher de tracts dans le secteur de la 44e DI, et lâcher de mortier et de réglage d'obus pendant ce temps-là. Là, vous avez une photo qui a été prise du côté de l'arbre de Pessy, on voit Mézy dans le fond de la vallée là-bas. Donc c'est une confrontation comme partout, mais qui dure quelques jours de plus, puisque les Allemands, dans ce secteur, n'attaquent qu'à partir du 9 juin, donc le 9 juin, puisqu'ils avaient d'abord besoin de résorber tout ce qui était à l'ouest, la vallée de l'Ailette, qui était une sorte de résurgence par rapport au front de l'Aisne. Et une fois que le front de l'Aisne est atteinte, le 6 au soir par certaines unités allemandes, on peut dire qu'à partir du 9, ils peuvent lancer une offensive globale d'ici jusque dans le Soissonnais. Et ici, ça va être assez rapide. Brouillard, fumigène, Stuka, etc. Comme d'habitude. Canaux pneumatiques. On va avoir les mêmes procédés de traversée. Les Français avaient détruit les ponts pour empêcher les chars allemands de passer.
mais généralement il n'y avait pas assez de charge. Donc un pont détruit comme celui de Neuchâtel permet quand même de laisser passer les fantassins. Or, c'est les fantassins qui attaquent. Pratique. Il n'y a pas besoin donc partout de construire des ponts avec des radeaux pneumatiques. Mais néanmoins, voilà, la traversée, elle se fait sous le feu français. Il y a une grosse résistance de la part des Français, de la 44e DI, de la 45e DI. Le hic, parce qu'il y a toujours un hic dans tous les secteurs, c'est qu'ici, vous allez avoir la 45e division d'infanterie qui était déployée ici depuis quelques jours quand arrive l'attaque allemande. Mais comme les Allemands étaient en train de percer du côté de Soissons, ils ont dit il faut des renforts, donc on va prendre cette division-là, on va la mettre là-bas. Au moment où elle est retirée, la relève est mal organisée, ce qui fait que quand les Allemands traversent avec des canaux pneumatiques du côté du bois de Girnicourt, et il n'y a personne en face d'eux. Alors là, c'est boulevard, vous installez une tête de pont, vous amenez l'artillerie, vous traversez. Et c'est comme ça que ça va assez rapidement passer ici. Quand la 45e n'est pas là ou déjà partie. Un beau bazar. Alors il y a quand même une sacrée belle résistance du côté de Mézy avec le 6e RI qui a son monument au Haut-Trive à côté de la sucrerie. La 163e demi-brigade d'infanterie alpine, les Corses, ont un petit monument du côté de Pont-Sevreux. À Variscourt, vous avez aussi un petit monument pour le 80e RI. Vous avez le monument à Léo-Lagrange à Evernicourt, puisqu'il se bat là-bas aussi, vu qu'il était dans l'artillerie de la 42e. Donc on va avoir comme ça quand même pas mal de petits monuments qui rappellent qu'il y a eu une résistance réelle, bien que, comme partout, assez dérisoire, puisque vous êtes à 1 contre 3, et ils ont le soutien de l'aviation. Donc c'est plutôt difficile pour ça. Ensuite, le front se déplace, évidemment, puisque l'Aisne est tombée sur la partie est, sur la partie ouest, les troupes de l'Ailette se replient, donc fatalement, on va avoir un champ de bataille plus global encore qui s'articule à l'ouest et à l'est de Soissons. Comme partout, le front se rétablit cette fois-ci, mais dans l'urgence. Autant là, pendant 15 jours sur l'Ailette et l'Aisne, ils avaient eu le temps de s'installer, autant là, on va avoir un front qui se restabilise dans l'urgence. On se replie, c'est bon, il n'y a plus personne, on fait sauter les ponts. C'est ce qui se passe notamment à Vic-sur-Aisne, ici. On va essayer de défendre les ponts dès lors que l'attaque allemande arrive. C'est à partir du 7 juin que les Allemands relancent leur attaque dans le secteur. Vous allez avoir sur le pont Gambetta à Soissons une petite plaque qui malheureusement passe beaucoup trop inaperçue quand on y passe. Roulez prudemment quand vous la voyez. Il faut ralentir. À la mémoire des officiers et sous-officiers du 12e REI, toujours le 12e régiment des tranchées d'infanterie, qui était déployé ici. Il y avait 2 bataillons dans Soissons, c'est eux qui défendent Soissons, tandis que le 3e était envoyé au Champ des Dames. Vous allez avoir comme ça donc une journée du 7 juin qui est assez déterminante, puisque le front sur l'Aisne est rompu. Clairement, un peu partout, les Allemands réussissent à prendre pied. Le 7 au matin, du côté de Missy-sur-Aisne, ils arrivent à assez rapidement pénétrer à l'intérieur des terres du côté de Ciry-Salsogne, Serche, Assy. Le 7 juin, vraiment, les Allemands ont clairement installé des têtes de pont au sud de l'Aisne. C'est pas possible à résorber. Alors néanmoins, on essaie, tentative, mais les généraux sur place ne prennent pas forcément toute la mesure de l'ampleur de ce qui est en face d'eux. Typiquement, le général de Bisemont de la 27e division d'infanterie alpine est déjà installé. Donc toute une division, près de 16 000 hommes, bien équipés, armés, entraînés, qui viennent d'être engagés depuis la réserve générale. Et il envoie un bataillon à Assy. Donc autant dire que le lendemain, il y a une division allemande en face, et lui, on lui demande, le 8 juin à Lombes, de contre-attaquer à Assy et Serche. Et là, il va y avoir une très très grosse bataille, toute une division contre une autre, engagée de front, des bataillons de chasseurs alpins, soutenus par des chars, qui vont essayer d'avancer. Et la ferme du Mont de Soissons est un vrai champ de bataille. Et pendant plusieurs heures, on se bat et finalement, on abandonne, on se replie, parce qu'on ne peut pas passer, parce qu'on ne peut pas les repousser. C'est comme ça. Le plus dur, c'est vraiment le 8 juin. C'est le jour où on fait cette contre-attaque du côté d'Assy et Serche. En parallèle, il faut avoir conscience que le 8 juin aussi, au même moment, les Allemands réussissent à traverser à Pommiers et commencent à s'infiltrer dans les ravins de Mersin et Vaux, ces petits ravins qui mènent au château de Pernan. Tous ces petits ravins qui sont sur la route entre Soissons et Compiègne, tous ces petits ravins, ils s'infiltrent dedans, en Bleuny. Et là, clairement, c'est pas la meilleure des divisions, la 11e DI qui leur fait face. Donc c'est très difficile de résister.
Et ce qu'on va faire, c'est comme toujours, à Pernan, à Saconin, à Missy-au-Bois, envoyer les régiments ficelles, le 23e régiment de marche de volontaires étrangers, russes, polonais. Vous allez avoir comme ça pas mal de monuments dans le secteur là-bas. Il y a des rues à Missy-au-Bois, à Saconin et Breuil, du 23e RDE. À Missy-au-Bois, vous avez une colonne pour tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour essayer de ralentir l'adversaire. Des hommes qui parfois débarquaient sans cartouche. L'unité qui était là devait leur prêter des cartouches. C'est dire s'ils étaient envoyés vraiment en urgence sur le front. Et parfois l'unité d'à côté devait leur donner à manger. Ils ont vraiment été envoyés n'importe comment. Et pourtant ils se battent, ils essaient de ralentir les Allemands. Dans le secteur juste ici, c'est vraiment très intense aussi, parce que, certes la 11e DI vole assez vite en l'air, et derrière eux, il reste que la 87e division infanterie d'Afrique. Vous savez, c'est tous les tirailleurs africains et les zouaves qui s'étaient d'abord battus sur les lettres, et qui s'étaient repliés en se disant, on va nous laisser le temps de se reconstituer, de se réarmer, de souffler un peu. Et en fait non, on n'a pas le temps. Donc on les renvoie au casse-pipe. Dans un secteur qui est assez facile à défendre, puisqu'on est sur les hauts plateaux, ici, vraiment tous les hauts plateaux du Soissonnais, avec à nouveau des bonnes grosses vieilles fermes du Soissonnais, avec des murs bien épais, sur lesquels vous pouvez vous consolider. Et surtout, où vous avez un gigantesque et magnifique point de vue, comme c'est le cas à la ferme de Pouilly. Aujourd'hui, on y achète ses pommes, mais si on s'approche sur le côté du Pignon, on voit plein d'éclats de balles. Parce que tout simplement, vous avez le 2e bataillon du 9e zouave, c'est probablement le gros fait d'armes, si on devait en garder un, qui va bloquer pendant près d'1 jour et demi toute une division allemande sur le plateau. Quand vous êtes à la ferme de Pouilly, vous voyez à 2 km à la ronde. Une unité qui débouche du plateau est forcément à découvert. Elle n'a pas le temps d'amener son artillerie ou d'envoyer des observateurs. Les zouaves leur tirent dessus à coups de mitrailleuse. Au final, ils ont consommé une quantité astronomique de cartouches et de bulles de mortier, mais ils vont résister pendant près de 2 jours. Et après, se replier. Au final, j'ai bien insisté sur cette défense du Soissonnais pour une bonne raison. C'est que tout ce qui a pu se passer ici, les défenses ici, les défenses des tirailleurs des régiments étrangers ici, des zouaves dans le secteur de la ferme de Pouilly, tout ça n'est pas sans perte. Et le 8 juin, quand on regarde la liste des morts pour la France dans le département de l'Aisne, c'est la journée la plus meurtrière. Pour le 8 juin dans le département de l'Aisne, vous avez 616 morts pour la France en une journée. On retrouve des statistiques assez similaires en 14-18. C'est chaud comme secteur. Mais néanmoins, vous l'aurez compris, si on a essayé de tenir dans un premier temps sur les Lettres, sur le canal de l'Oise-Alène, sur l'Aisne, puis à nouveau sur entièrement la rivière l'Aisne, quelque part, on fait des combats retardateurs en espérant que la situation se rétablisse un peu mieux en arrière. Mais la réalité, c'est qu'on recule. Parce que en face, ils sont plus nombreux, mieux équipés, mieux soutenus par l'aviation, qui était là quand même, l'aviation française, faut le rappeler, mais en infériorité numérique. Et le fait est que petit à petit, vous avez le 8 juin au soir, un front qui est quand même assez engagé dans la partie sud du Soissonnais, et le 9 juin au soir, ça va être encore plus bas. Alors les Français quand même vont essayer de rétablir avec le reste de divisions et d'unités plus ou moins entières, les reliquats de celles qui viennent de se battre. Ils vont essayer de rétablir encore, j'ai envie de dire la coutume, on va essayer de rétablir une ligne de défense. Toujours ce préconçu hérité de 14-18 quelque part de faut rétablir la ligne. On a peur du mouvement et des lignes interrompues. Et on va tenter de rétablir la ligne dans un premier temps sur l'Ourcq. L'avantage dans l'Aisne pour rétablir des lignes, c'est qu'on ne manque pas de rivière. Donc on viendrait. On n'en manque pas, et le fait est qu'ici, donc, on va essayer de rétablir la ligne sur l'Ourcq avec des restes de division. L'objectif, c'est de ralentir les Allemands, pas de tenir cette fois-ci, parce qu'on compte bien envoyer des divisions fraîches sur le Clignon, pas aussi épais que la Marne, et sur la Marne.
3 divisions doivent arriver pour encore consolider et encore une nouvelle ligne de défense. Le but, c'est toujours de ralentir, hein. Mais les reliquats qui sont ici de division ne suffisent absolument pas. Et on va avoir assez rapidement donc une percée dans la matinée du 9 juin. Et assez rapidement, le front de l'Ourcq, clairement, il lâche avant d'avoir tenu, avant même d'avoir existé, on peut le dire. Et concrètement, ils arrivent assez rapidement, même sur la Marne, hein, on peut le dire, le 10 juin au soir. On va avoir un front qui effectivement s'installe sur le Clignon et sur la Marne le 10 juin au soir, puisque les unités allemandes maintiennent le pressing, maintiennent cet effort hein, qui est fait sur les troupes françaises. Le 10 juin d'ailleurs, c'est le jour où clairement ils arrivent et que les premiers obus tombent sur Château-Thierry de fait. Les Français essaient de détruire le pont. Finalement, ce sera un homme, l'aspirant de Rouget, de l'école de chars, qui va réussir à faire détruire le pont, qui porte aujourd'hui son nom. C'est le nouveau pont de Château. Il est enterré au Chéneau, sur la nécropole, sur les hauteurs. Château-Thierry souffre beaucoup. Hein. Aux archives départementales de l'Aisne, on a même la liste, adresse par adresse, du taux de destruction. 80, 90, 100% par immeuble. Pour Château-Thierry, c'est assez bien documenté. Mais le fait est que voilà, on a un front qui se rétablit, même l'espace d'une journée, mais vous allez avoir, clairement, les ponts détruits à nouveau, c'est pas ce qui empêchera les Allemands de passer d'ailleurs un petit peu plus loin du côté de Mont-Saint-Père, dans la soirée du 10 juin. Dès le 11 juin, néanmoins, les Allemands comptent bien passer en force et montrer qu'aucune ligne de défense française ne peut être rétablie. Et le 11 juin au soir, on va avoir à nouveau un front français qu'on espérait tenir sur le Clignon qui vole en éclats. La 41e Déry est obligée de se replier. Elle emmène avec elle la 238e division légère d'infanterie qui avait essayé de tenir et qui elle-même est gravement perforée. Et la 20e DI qui s'était installée ici, pareil. Hein. Au niveau de la 20e DI, c'est du côté de Jolgone. J'ai trouvé dans les archives du service historique de la Défense un petit papier comme on transmet à une estafette pour aller porter les ordres, pour aller informer le commandement, parce que le téléphone, pas y compter, et la radio française. Et ce mot, il est tellement fort, il résume tellement bien la situation, c'est dans le secteur de la 238e, pardon. Capitaine Vaux au général Debenay, tout le dispositif est sauté dans le secteur, les hommes fuient et sont poursuivis ainsi que les convois par les avions qui ont la partie belle. La plupart des hommes n'ont plus de fusil. Que faut-il faire ? Cri de désespoir, ça. Hein. Clairement, autant après la surprise de Sedan, on avait constaté des cas de panique, qui ont très bien été étudiés, autant à partir du moment où le front s'était refixé sur ce qu'on a appelé la ligne des gants, on retrouvait du moral. Parce qu'on faisait face à l'adversaire. C'est pas comme la drôle de guerre où on ne le voyait pas. Vous avez du mal à garder le moral si vous ne voyez même pas votre adversaire, vous ne savez même pas qui va vous attaquer, quand, avec quoi. Mais quand le front s'était restabilisé sur le canal de Loise-Haleine, sur l'Aisne, le moral avait regrimpé, et surtout qu'il y avait eu des petits succès, défensifs certes, mais des petits succès. On voyait qu'on pouvait vaincre l'adversaire. Autant, à partir de la perte du Soissonnais, on le constate dans les rapports des divisions sur le moral, là, recommence à chuter, et a raison. Et ça ne fera que s'empirer jusqu'à la mi-juin. Au final, on a vraiment une armée qui, là, est au bout du bout et ne peut plus tenir. Et c'est à ce moment-là que les Allemands enfoncent le clou pour essayer de gagner de vitesse et d'empêcher les Français de faire cette tactique à chaque fois, de se replier sur une rivière, puis encore une autre. Puis ils trouvent toujours une division qui est prête à arriver pour tenir, pour les ralentir ne serait-ce qu'une journée. Le 11 juin, et le 12, surtout, les Allemands mettent les gros moyens, hein, dans la nuit du 11 au 12. Ils envoient carrément, ils les ont fait venir depuis le nord de la France, maintenant que la porte de Dunkerque a été résorbée, 2 divisions de Panzer, beaucoup plus rapides. Et là, clairement, les moindres tentatives pour rétablir à Viefort, à Vialmaison, volent en éclats. Au final, les Français, pour la forme, on pourrait dire, le 12 juin, essaient de déterminer que oui, ils ont une ligne de défense qui va de Nesle-la-Montagne à Courboin,
en passant par la chapelle Montaudoin, mais clairement c'est pas réaliste, vu qu'il y a des Allemands partout. Et néanmoins, il y a encore des derniers combats, le 13 juin à la chapelle Montaudoin, et dans l'après-midi, le repli général est ordonné cette fois-ci vers la Seine. La Marne n'est plus défendable, et petit à petit, on va avoir comme ça cette progression. C'est ainsi qu'après 4 semaines de combats assez intenses, les combats s'achèvent dans le département qui est le nôtre, le 13 juin. Le même jour, Paris est déclaré ville ouverte. On connaît la suite. Dans l'Aisne, vous allez avoir des colonnes de prisonniers pendant plusieurs jours qui traversent tout le département. Vous allez avoir aussi sur tous les lieux de combat beaucoup de lieux de sépulture, des sépultures isolées qui seront ensuite rassemblées dans des plus grandes nécropoles bien après la guerre. Celle-ci, elle a été prise à côté du pavillon de garde du parc Foch. Là, c'est les grilles du boulevard Foch. Et vous avez des soldats allemands, puisque les 2 casernes que vous avez à côté servaient l'hôpital. Donc on est à côté d'un endroit où il y avait un cimetière militaire provisoire à quelques dizaines de mètres de nous. C'est aussi énormément de pertes qui sont extrêmement importantes, tant françaises qu'allemandes. Côté allemand, on totalise au cimetière de la Malmaison près de 7000 hommes, je crois. Côté français, comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur les morts pour la France de manière assez assidue et statistique au sein du service du chemin des dames et de la mémoire, ce qui nous a permis de réaliser une cartographie du nombre de morts pour la France en termes de densité. Alors, il y a des fausses informations, c'est-à-dire que Saint-Quentin, c'est parce que vous avez un hôpital au collège et lycée Henri-Martin. Donc beaucoup de morts. On a compté les blessés. On a compté les morts jusque juillet, août, septembre, octobre, jusque décembre, je crois bien. Il y en a un en décembre, mais on a compté jusque décembre 40. Donc c'est ce qui nous permet de dire que, à Rozoy, il y avait un hôpital, ce qui a été confirmé. À Saint-Quentin, vous avez un hôpital. Vous allez avoir comme ça beaucoup d'hôpitaux, mais au final, qui n'effacent pas la densité du haut combat et qui offrent de facto une cartographie des combats les plus importants dans l'Aisne, par zone. En termes d'échelon statistique, vous avez ici le 15 et le 17 mai. Et ici, vous avez le 8 juin. En termes de pertes de morts pour la France dans le département de l'Aisne. C'est que le département de l'Aisne, ce graphique. Et là, c'est les pertes plus globales allemandes, extrait d'un livre. De manière plus précise, on a voulu aussi mieux connaître les hommes qui étaient tombés ici, parce que vous avez 65 000 morts pour la France en mai-juin 40 dans l'armée française, et vous en avez un petit peu plus de 5 000 rien que dans l'Aisne. Donc on a voulu mieux les connaître, et surtout connaître leur région d'origine. Vous avez entendu beaucoup de divisions d'infanterie d'Alpine, donc c'est pas étonnant que ce soit beaucoup de gens de Savoie, de Rhône, de Haute-Savoie, de l'Ain qui soient tombés dans l'Aisne. Encore aujourd'hui, on le voit parmi les visiteurs au chemin des dames, beaucoup de gens viennent de là-bas parce que leur père s'est battu ici. Pas d'ailleurs. Vous allez avoir un peu de Corse, côté de Concevreux, on les retrouve. Vous allez avoir surtout beaucoup de Bretons, certains diront comme dans toutes les guerres, mais le fait est que la 27e division d'infanterie alpine est une fosse alpine, c'est en fait constitué de Bretons, principalement. Et on a voulu savoir aussi un peu plus de détails sur ces hommes. Donc, à titre d'exemple, vous avez ici un diagramme des âges qui permet ainsi un petit peu mieux de connaître aussi l'origine, la provenance. Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de divisions d'infanterie d'Afrique, divisions d'infanterie nord-africaine qui sont battues dans le département de l'Aisne. Donc vous avez aussi à avoir une provenance nord-africaine qui est ici. Vous allez avoir le plus jeune qui avait 14 ans. Il s'appelait Bounjema Menama. Il avait 14 ans, donc il était... Pardon. Il est décédé à la Capelle, donc il était de la 4e Nina. Le plus âgé a fait 61 ans. 60 ans. 61, c'est pour le graphique. Il s'appelait Léonard César Désiré de Laby. Il est mort le 16 mai 1940 à Diville-Gros. Donc comme ça permet un petit peu aussi de mettre des noms et des visages sur tous ces hommes qui ne sont pas malheureusement que des statistiques. Aujourd'hui, tous ces hommes, tous ces combattants, il en reste dans l'Aisne. Vous avez 1417 combattants français qui reposent encore sur le territoire axonais, principalement à Soupir numéro 2, Ambleny, Flavigny-Petit, Saint-Quentin et Champs.
Et côté allemand, ils sont presque tous à la Malmaison. À la Malmaison, vous avez un total de 11 841 tombes. On entend un peu tout sur l'histoire de ces tombes. La réalité, c'est que vous en avez 7151. Vous allez voir leur tombe. C'est marqué entre le 5 et le 9 juin. 40. 7000. Ils ne sont pas tombés sur le pot de banane. Hein. On dit toujours l'armée française était une vraie débâcle, ils ne se sont pas battus. Ces 7000 hommes sont morts. Donc c'est des hommes leur ont tiré dessus. Je fais un constat un peu comme ça, mais c'est toujours important de rappeler certaines choses. Et c'est des morts tombés dans le secteur de l'Aisne et départements limitrophes. Généralement, c'est ceux qui ont été ramenés par la suite. Alors vous me direz, il y a 11 000 tombes, c'est qu'après, en 1944, ils ont aussi beaucoup ramené des Ardennes, bataille des Ardennes, un peu de la poche de Falaise aussi. Donc c'est un cimetière de regroupement, mais essentiellement composé de soldats allemands qui sont tombés dans notre secteur. Et aujourd'hui, vous en avez vu quelques-uns dans ce PowerPoint, leur mémoire à tous ces combattants, majoritairement français, les monuments, quelque part perdurent à travers près d'une centaine, 110 monuments, émaillant tout le département de l'Aisne, avec un des plus beaux à mon sens, celui du 27e BCA, au-dessus de Brain-la-Noix, qui offre en plus une magnifique perspective sur le canal de Loisalène qui sort du tunnel de Brain-la-Noix. Et sur ce, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder un petit peu dans les archives allemandes ce qu'il y a sur la bataille de l'Aisne? Alors, dans les archives allemandes, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a beaucoup de résumés assez vagues dans les archives en ligne. Moi-même, on n'a jamais pu, le département, vous savez, a un petit budget, on n'a jamais pu encore aller voir les archives militaires pendant un certain temps, et moi-même n'étant pas germanophone, je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas germanophone, je n'ai pas la possibilité d'aller voir ces archives et de mieux étudier. Généralement, c'est plus simple en somme de les voir sur le site des archives fédérales allemandes en ligne. Il y a déjà pas mal de choses, hein, des morceaux d'historique régimentaire notamment, mais on peut prendre le temps de le traduire avec Google Trad. Donc ça permet de nourrir quelque chose. Il y a eu des historiques régimentaires allemands qui fournissent parfois par secteur, alors j'en ai pas mis là, mais dans le secteur de Brain-la-Noix par exemple, il y a des témoignages dans l'historique de la 291e division d'infanterie allemande qui sont assez intéressants, qui offrent un point de vue allemand sur la confrontation avec les Alpins. Donc il y a parfois par secteur quelques éléments intéressants. Mais moi, mon grand rêve déjà, parce que vous l'avez compris, on essaie beaucoup de travailler à l'échelle de l'individu, au chemin et dames, vieille habitude de 14-18, en partant des tombes, en partant des noms et des morts. Et on a commencé à la Malmaison à étudier les 7100 de 1940 et à essayer de faire un graphique des lieux et des dates de mort pour essayer d'avoir la même chose que ce que j'ai montré pour les Français. Autant vous dire que pour l'instant on est bloqué au 5 juin parce qu'il y en a trop. On est à plus de 3000. Le pic, c'est vraiment entre le 5 et le 9 juin aussi pour eux, quelque part. Ils attaquent, l'armée française descend, les pertes sont colossales. Donc on essaie de trouver ce genre de choses. Idéalement, ça, c'est des choses qu'on doit voir ensuite avec le VDK, les tombes de guerre allemandes. Ce serait tellement plus simple s'il y avait toujours les régiments sur les tombes. Ils ne l'ont pas gardé. Peut-être qu'il y a des listings à Metz qui les mentionnent encore. Ça, c'est encore un sujet à creuser. Mais c'est vrai que si on pouvait faire exactement la même étude cartographique et statistique pour l'armée allemande que pour l'armée française, et on y tient beaucoup, ça permettrait de dresser un paysage beaucoup plus complet de ce point de vue-là. Et les archives un jour, oui, j'espère. Mais même pour 14-18, hein, vous savez, il y a encore des choses qui sommeillent dans des archives qu'on n'a pas encore vues. Donc, vivement. Madame. Est-ce qu'on a des éléments sur la façon dont les prisonniers français ont été traités? En général, ils sont conduits... Alors, on a des témoignages, des récits, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs, parce qu'au final, c'est par la captivité qu'ils commencent à écrire leurs récits. J'ai été capturé à tel endroit, généralement il y a un chapitre sur
les combats qu'ils ont menés, mais après c'est le déroulement de leur captivité. Donc on va avoir des récits de captivité, d'évasion même. On en a quelques-uns, notamment à Laon, parce qu'il y a une grosse concentration à la citadelle. C'est là qu'était le dépôt pour le département d'un point de vue militaire. Donc on va avoir une concentration de prisonniers au niveau de la citadelle de Laon. Et les blessés, eux, sont amenés à Foch. Oui ? Oui, à propos des prisonniers, sait-on ce que sont devenus les tirailleurs tunisiens, enfin tous les soldats nord-africains qui étaient dans l'armée française, parce qu'on n'en parle pas. Alors pour répondre à la question de madame, les prisonniers français étaient relativement bien traités. Relativement bien traités. Mais quid des nord-africains lorsqu'on sait que les Allemands... Oui, alors déjà ils n'en veulent pas sur leur territoire. Autant les combattants métropolitains vont pouvoir aller en Allemagne, dans des Oflad, dans des Stalag, pour éviter que ces populations qui méprisaient racialement foulent le sol allemand. On va créer ce qu'on appelle des Frontstalag. Donc vous allez en avoir un à La Fère, il y en a un provisoirement qui va exister pendant à peu près un an à Laon. Vous en avez un peu partout. Et ils vont être employés des travaux divers, variés, rebouchage des trous, inhumation de tous les corps, remise en ordre, mais en aucun cas ils les autoriseront à fouler le sol allemand. En termes de conditions de vie, a priori ils ont le statut Convention de Genève, mais ils peuvent être un petit peu moins traités que les autres, ça on peut s'y attendre. Mais pour l'instant, on n'a pas de trace de ce point de vue-là. Par contre, oui, il y a une discrimination réelle, vu qu'ils ont des Frontstalag, ils restent en Frontstalag, avec des commandos envoyés un peu partout pour faire des travaux. Dans la caverne même du Dragon, on a un graffiti Frontstalag, c'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, il y a un commando de travail d'une quelques hommes qui ont été employés à reboucher des trous et tout comme ça, qui ont dormi dans la caverne quelques jours au point de faire un graffiti. Donc oui, c'est une réalité, ils sont employés à tout et sans doute maltraités, mais c'est tout ce qu'on sait de plus. Après, il y aura une autre différenciation à faire au-delà des troupes coloniales. Alors j'en ai pas trouvé de cas dans l'Aisne, mais je sais que ça s'est passé dans la Somme, quand les Allemands, dans la Somme et dans l'Oise, quand les Allemands sont confrontés au régiment Ficelle. Vous savez, ces Polonais, ces Juifs apatrides. Il y a des cas relevés au 21e et 22e RN2 dans la Somme, où après avoir contraint les combattants étrangers qui se battaient dans une ferme à se rendre après avoir tiré la dernière cartouche, il y a des cas avérés où ils les font sortir et les demandent, les Juifs sortaient des rangs. Ah, mais ils demandaient systématiquement. Mon père était... Ça dépendait, mais en l'occurrence... On leur demandait en Allemagne, mais là, c'est sur le terrain. Ça, c'est sur le terrain. Sur le terrain, on demande aux hommes, et assez rapidement, il y a un cas qui est avéré, une fois j'en ai entendu parler, où c'est toute la compagnie qui a fait un pas en avant. Même ceux qui ne l'étaient pas. Parce que c'était la solidarité légion, entre guillemets. Oui. En parlant du camp de prisonniers qui avait à Laon, à la Citadelle, il a été déplacé en 1942 à Neuvy-sur-Margival. Oui. Et les prisonniers musulmans noirs qui étaient là-bas ont travaillé à l'aménagement du tunnel de Vauxailles au moment de la construction du... Oui, en voyant le monument du BCA, il y avait un cimetière littéralement à côté de la ferme de Malval. À Malval, oui. Qui regroupait tous les morts qu'il y avait eu au moment de la bataille. Dans le secteur, oui. Et après, on le voit encore sur les cartes des années 60. Voilà, et ensuite, il a été déplacé à la Malmaison. Ouais. Mais oui, de manière générale, lui, les tirailleurs africains, nord-africains, étaient utilisés à tout un tas de travaux pendant toute l'occupation. Et à chaque fois rattachés à un Frontstalag. J'avais entendu d'autres bras se lever. Oui. Oui, je disais, il y a un village, je crois que c'est Bayeul-le-Soc, dans l'Oise, qui n'est pas très loin des Saint-Denis, où il y a eu des combats. C'était une compagnie de zouaves, commandée par un capitaine français. Les zouaves étaient français aussi, mais... Oui. C'est les tergiversations militaires, les zouaves sont de l'infanterie d'Afrique. À la fin des combats, donc ils ont été obligés de capituler. Oui. Et les Allemands
ont réuni tous les zouaves et ont mis le capitaine à part et se sont apprêtés à fusiller les zouaves. Et le capitaine a dit, ce sont mes hommes, je reste avec eux. Les Allemands ont pris le capitaine, l'ont mis avec les zouaves et les ont tous fusillés. C'était de mémoire une trentaine de personnes. Oui, des cas d'exaction comme ça. Et alors parfois c'est même un peu plus, mais en fait ça dépend des unités que vous avez en face. Hein. Dans la vallée de l'Ailette, je vous ai montré tout à l'heure le monument de Trolly-Loire. La 72e division d'infanterie allemande a voulu faire un monument de la réconciliation et a fait ce monument en hommage à la 72e division d'infanterie et au 9e zouave. Pourquoi que au 9e zouave ? Parce qu'ils, même dans leur historique régimentaire de la 72e division d'infanterie allemande, ils reconnaissent avoir rencontré une très grande résistance à Trolly-Loire et à Guny face à ces zouaves qui étaient de brillants soldats, tout ça. Alors qu'au final, ils ne sont pas plus battus que les autres. Certes, il y a une forte résistance au 9e zouave, mais ils mettent le focus sur le 9e zouave pour ne pas avoir à le faire sur les régiments de tirailleurs algériens qui étaient de part et d'autre du 9e zouave et qui sont totalement oubliés sur le monument, alors qu'ils ont fait exactement la même résistance. Et ça passait mal dans l'après-mémoire. Vous comprenez ? Donc parfois, oui, on peut avoir des cas, et dans d'autres cas, les Allemands vont utiliser le fait que les zouaves ne sont pas tout à fait de l'infanterie nord-africaine comme les autres. Pour mieux discréditer les autres, on met eux en valeur. Alors qu'au final, on a toute une division d'infanterie nord-africaine, avec des vieux briscards. C'était des régiments avec des gars de 30-40 ans. Donc, Il y a le village de Rouen dans les Ardennes, oui. Très belle mise en valeur. Oui. Il y a des endroits où c'est bien mis en valeur. Ici, au final, on va avoir assez peu d'unités d'infanterie d'Afrique. Donc, leur mémoire sera peut-être un petit peu mieux mise en valeur pour les divisions d'infanterie nord-africaine, je pense. C'est-à-dire la 4e et la 1re DINA, vraiment dans la partie haute du département. Vous avez un monument de la 1re DINA dans le cimetière de Wassigny. Vous avez la 4e DINA qui est quand même... il y a eu beaucoup de travaux dessus à la Capelle. À Mondrepuis, vous avez un monument qui a été fait avec tous les noms des gars du 23e RTA. Donc oui, ça dépend des secteurs où ils ont été engagés. Il y aura une plus ou moins grande considération mémorielle. Mais l'intérêt, au final, après, c'est de parler de tout le monde. Je suis d'accord. Point d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très bien. C'était un plaisir.